L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le Domaine La France. De la terre à la bouteille. Vous suivez Group Station Canada, le chemin de l'information. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je dois me permettre de vous souhaiter au nom de Group Station Canada et de l'équipe de Comment dirais-je une bonne année 2021. Mon ami Andy, ma impression, me disait que cette année, quand tu le dis, il faut vraiment c'est meaningful, ça doit être meaningful parce que 2020, t'as oublié, mais une très bonne année 2021 et justement, j'ai la chance de bien commencer l'année avec une personne que j'ai eu la chance de connaître en 2020. À la grande période de la pandémie et un comédien que j'ai commencé à suivre, Kevin Sin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, bonjour. Bonjour. Salut, oui. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va, ça va. Kevin, je suis content de t'avoir, comment dirais-je, parce que tu es dans un domaine qui n'est pas nécessairement facile à la base, et d'autant plus d'avoir un côté afro-descendant qu'on va pouvoir discuter. Mais Comment t'as su? Hein? Je pensais On que... n'avait pas parlé. non, mais c'est juste que... Je m'excuse. T'as fait tes recherches. Je vais mettre tes recherches. Et écoute, merci d'être avec nous. Kevin, originalement du Rwanda. Oui. First thing first, qu'est-ce qui t'a amené ici, justement, au Québec, parce que tu habitais au Rwanda avant? C'était pas vraiment ma décision parce que j'avais 5 ans. En fait, je suis né en 92. Il y a eu le génocide rwandais en 94, en avril. Donc, j'avais 1 an et demi, presque 2 ans. Puis, on a eu la chance de quitter avec toute ma famille. J'ai été vraiment chanceux avec ma soeur, mon frère, mes parents. Il y en a beaucoup qui ont pas eu cette chance-là. Ouais. Donc, on a fui. On a réussi à aller passer quelques années au Kenya. Et puis, du Kenya, mon père aimait la ville de Québec, il aimait le Canada, il connaissait déjà. Puis lui, il voulait qu'on aille là. Il savait que c'était francophone, il avait envie de donner une éducation francophone à ses enfants. Fait qu'on est débarqué à Québec, à Beauport pour être exact. Puis c'est là que j'ai grandi. OK. Donc, c'est un peu c'est un peu dépaysant, Oui. si on peut dire ça comme ça. Donc, tu arrives à Québec, tu as 5 ans, si je ne m'abuse? 5-6 ans, oui. 5-6 ans, et tu parles pas français. Je parle pas un mot français. Je parle swahili, je parle kinyarwandais, anglais, parce que le Kenya est une ancienne colonie anglaise. Donc, il faut que je me fasse des amis. Je débarque à la maternelle. Je suis comme, oh shit, personne parle anglais à Québec. Là. Vraiment personne. Donc, là, je voulais me faire une petite blonde. Il fallait que j'apprenne rapidement le français. Ouais, mais tant qu'à s'intégrer, il faut s'intégrer. Hein? Ouais. Et là, c'est là que, bon, tu t'es intégré dans la ville. Tu as grandi là. Dis-moi, c'était comment être le prince, un prince à Québec, pour ne pas faire référence à un prince à New York? Honnêtement, on est arrivé en 97. Dans les années 90, être noir à Québec, ça l'est encore. C'est difficile, mais ça l'était vraiment plus à l'époque. OK. Je me trompe pas, en ce moment, il y a 5% de minorités visibles à Québec. OK. Donc, ça donne une idée, en 90, on était encore moins. OK, oui. Donc, je dirais que ça n'a pas été facile au début. Je pense que ça a été plus difficile pour mon frère et ma sœur. Moi, ce qui m'a... Étant plus jeune ou étant plus vieille? Étant plus jeune, OK. en arrivant. Premièrement, il était plus vieux, donc il y avait plus de souvenirs de l'Afrique, du Kenya et du Rwanda. Moi, j'étais plus jeune, puis moi, ce qui m'a aidé, c'est l'humour. Les premières années, ça a été plus difficile, puis quand j'ai découvert le pouvoir qu'avait l'humour, je suis devenu un peu l'ami de tout le monde, le petit garçon populaire dans le quartier à Beauport. Puis c'est ça, je pense, qui a changé mon parcours. Là. OK. Et donc là, tu as commencé à faire de l'humour. Ouais. De démontrer un peu ta personnalité humoristique. Ouais. Et c'est là, tranquillement, est-ce que tu savais à ce moment-là que comme tu voulais être un comédien, tu voulais être dans... Je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je veux dire, c'était vraiment un one-man show, moi, à l'école. Même quand je manquais un cours, par exemple, la professeure disait à ma mère, il faut que Kevin revienne parce que c'est lui qui fait l'ambiance. C'est ça. Et je savais que
clairement, j'allais faire quelque chose, j'allais m'exprimer. J'ai pensé peut-être à en communication. Je savais pas exactement ça allait être quoi, mais je savais que j'allais parler au public. Ça, c'était OK. clair et net. Donc, mes parents, ils voulaient que je sois avocat. Je viens d'une famille qui Mais ça, valorisait je pense pas que vraiment justement, l'art. il y a ce parallèle-là entre les Rwandais et les Haïtiens, là, que on veut qu'on soit médecin, Ouais, c'est ça. ingénieur, Ouais, avocat. ouais. Et là, toi, tu es champ gauche. Non, non, non. Puis au début, je disais, ouais, papa, maman, ouais, je vais être avocat, je vais Ouais. être avocat, je vais être avocat. Je suis arrivé au cégep, j'ai fait, fuck, je veux pas faire ça de ma vie. Fait que j'ai annoncé à mes parents une crise cardiaque. J'ai dit, papa, maman, je vais étudier au Collège Radio-Télévision de Québec. OK? Je vais être animateur, je vais être travailler dans le milieu artistique, je veux pas être avocat. Ils ont dit, pardon. Wow. Comment? Fait que j'ai dit quand même deux parents africains très conservateurs. Donc, finalement, je suis allé au Collège Radio-Télévision de Québec. Pendant ce temps-là, j'étais comment qu'on appelle ça? J'étais promoteur de bar comme OK. travail étudiant. Puis les Justiciers Masqués, qui étaient deux humoristes populaires à l'époque, qui animaient à C'est quoi, ils sortaient toujours au bar où je travaillais. OK. Donc là, un soir, il était 3 heures du matin. J'étais vraiment C'est toujours là gêné les à meilleures l'époque. discussions. C'est les Attends, meilleurs moments. On peut pas le Les vivre meilleurs- là actuellement, parce qu'on est en confinement, là, mais à 3 heures du matin, les meilleures À discussions. 3 heures du matin, il me dit, toi, Kevin, à part travailler ici, tu veux faire quoi? Puis j'étais vraiment un peu confiant à l'époque. J'ai dit, ben, j'aimerais peut-être un jour travailler à la radio. Ils m'ont dit, ben là, viens faire un stage avec nous, tu sais. Puis j'ai fait, oui. Laisse-moi y penser. Oui. Alors, quand je suis sorti du Collège Radio-Télévision de Québec, j'ai eu la chance de tout de suite avoir un stage à C'est quoi et Week-end Radio à l'époque. J'ai travaillé avec PY, qui j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé avec les Justiciers Masqués. Ça a été vraiment ma porte d'entrée dans cet univers-là. Là. Et là, donc là, on se rapproche on est à quelques années déjà. Et là, c'est la radio au départ. Oui, au départ, c'était là. Quand est-ce que on veut se rapprocher un petit peu de la télévision, compte tenu qu'on sait que on est plus bronzé de la moyenne et que ici, du moins la moyenne ici, et que la situation, les postes ou les rôles pour la diversité sont un peu moins proéminents. En fait, moi, c'est la radio qui m'a amené à la télé. En fait, vu que j'animais un peu à la radio, commencé à faire de la web télé, à Québec. La web télé m'a amené à être chroniqueur à VTélé. Le week-end. J'ai fait un peu, c'est ça, des petites émissions Québec demain à Québec, tout ça, des petits trucs. Et puis, ensuite de ça, j'ai eu une offre pour aller animer à la radio à Gatineau. OK. Et puis, j'animais à la radio, mais la station où je travaillais, il était propriétaire de TVA Gatineau aussi. C'était RNC Média. Donc, ils m'ont proposé, je faisais des petites capsules le week-end à TVA, à quoi faire ce week-end. Ouais, beaucoup justement dans le côté événementiel, tout ça. Là, je pense que c'est là que je t'ai vu au départ. Exact. Donc, c'est comme ça un peu que je me suis dirigé vers là. Mais je sentais que j'étais pas sur mon X. Okay. J'avais la chance quand même d'avoir un bon travail pour quelqu'un qui vient de finir. J'avais 22-23 ans. J'avais un contrat à l'année à la radio, un peu de télé. Mais j'étais comme, on dirait que c'est pas moi. On dirait que il manquait la fibre artistique. Parce que c'était très communicateur, Puis on s'entend, quand tu travailles dans une radio commerciale, la commande est très ciblée. Tu peux pas t'en dire ce que tu veux, tu comprends? Je recevais des artistes, je pouvais pas diriger les entrevues comme j'aurais aimé l'avoir. C'était le patron qui disait non, c'est comme ça qu'il y avait. OK. Fait que j'ai décidé de quitter. OK. Du jour au lendemain, man, j'ai quitté sans filet. J'ai pas renouvelé mon contrat. Mon entourage m'a dit t'es complètement cinglé, t'as la chance d'avoir cet emploi-là. Mais j'ai toujours suivi mon cœur, puis je sentais que j'étais pas au bon endroit. Puis comment tu te sentais? Quelle a été la réaction quand tu t'es dit... Parce qu'à la fin de la journée, je ramène, parce que je pense que c'est toujours important, on a peur de dire les vraies affaires, et puis je pense que quand tu es issu de la diversité, mais quand tu as un poste comme ça, tu es là, tu le prends, puis tu le gardes. Voilà. Donc le fait d'avoir dit, hey, je suis pas dans mon X, c'est quand même un exploit en soi, puis est-ce que tu t'es dit, je vais retrouver quelque chose d'autre, ou c'est juste comme, écoute, je m'en vais, advienne que pourra?
Avec le recul, pour être franc, je me rends compte que c'était vraiment de la naïveté. OK. C'était vraiment, je te dirais, la jeunesse. Là, Uh-huh. quand t'es jeune, tu penses que t'as tout compris. Moi, j'avais une année de radio dans le corps. J'étais comme, hey, je m'en vais, je vais remplacer Véro. Là, tu sais. Ouais. Maintenant, presque, là, mais Ouais. je comprenais pas à quel point j'étais chanceux d'avoir un poste puis que tu le lâches pas si facilement. Je le voyais dans les regards de mes collègues. Ils étaient comme, quoi? On te propose de renouveler le contrat avec une augmentation de salaire, tu t'en vas pour rien, t'as rien d'autre. J'étais comme, ouais, mais je vais trouver autre chose. Ça a été plus difficile. Donc, ça a été 2 années de transition assez difficiles. Je suis déménagé à Montréal. Ouais, parle-moi de ça, justement, là. Ouais. Le Rwandais qui est arrivé au Québec. Parce qu'il y a quelque chose avec les Rwandais, là. Toi, Corneille, Michel Omar, c'est à cause de vous qu'on a des problèmes. Hein. Sais-tu pourquoi? Comment ça? Vous venez ici, vous voulez des femmes, vous voulez... C'est à cause de vous! C'est à cause de vous! Corneille avec sa musique, Michel faisait rire. Là, il y a toi, le nouveau, la nouvelle génération. Donc là, non, c'est des blagues. Donc là, tu arrives à Montréal. Il y a quand même il y a une différence de ce que tu as vécu au préalable, non? Oui, vraiment, vraiment. C'était complètement un nouvel univers. Puis moi, j'avais l'impression que mon bagage, qui était quand même, pour mon âge, quand même bien à Québec, Gatineau, je pensais que je pouvais amener ça à Montréal. C'est pas comme ça que ça marche, Montréal. Hein? Moi, je parlais de ce que j'avais fait. On me disait, ouais, mais t'as fait quoi ici? J'étais comme quoi? Comme si tout s'annulait avant. Ouais. Fallait que je me retrouve au milieu, que je fasse mon nom dans l'industrie à partir de zéro un peu. T'sais. Mais comment on fait ça? C'est ça que je pense qui est important de savoir. C'est à Québec, tu as pu le faire à Gatineau, tu as quitté Gatineau. Comment tu te positionnes pour faire ton nom ici? Les amis dans l'industrie, okay. Je dirais, c'est ça qui a le plus. Il y a du réseautage d'une certaine manière. Exact. Moi, je connaissais déjà Mehdi Poussaïdan, qui est un de mes meilleurs amis. Il m'a présenté des gens, il m'a un peu conseillé beaucoup. J'avais d'autres amis qui étaient comédiens qui roulaient bien leur boss. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aidé. Je me suis trouvé un agent, un gérant encore là avec le réseau, avec des amis en commun, des références. Donc, j'ai commencé à faire des contrats, des petits courts-métrages, des ci, des ça. J'ai commencé à vraiment plus découvrir le Kevin artiste au lieu du Kevin communicateur. Ouais. Puis je me suis rendu compte que... C'est ce que tu voulais faire. Voilà. C'est ce que tu voulais faire. Voilà. Et justement, là, maintenant, bon, tu commences à faire ton chemin et tout ça. Est-ce que ça veut dire que la business artistique au Québec, ou du moins à Montréal, c'est une question plus de talent ou une question plus de contact? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est un heureux mélange des deux. Okay. Parce que si tu as des contacts, tu vas pouvoir travailler, ça c'est clair. Mais si tu n'as pas de talent, on ne t'y engage pas. Okay. Donc c'est quand même, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je m'en cache pas, j'ai eu la chance de travailler peut-être plus que d'autres par des contacts. Mon premier contrat comme comédien à vie, c'est un ami réalisateur qui m'a dit, Kevin, j'ai écrit un court-métrage, je veux que tu aies le premier rôle. J'avais jamais vraiment joué de ma vie. Okay. J'étais comme, t'es fou, je suis pas un comédien. Il me dit, non, fais-moi confiance. Puis, tu vois, ça a été ça qui... Découlé. Exact, c'est ça qui a fait l'effet domino. Après ça, j'ai fait des publicités, des petits rôles muets, deuxième rôle, troisième rôle, en tout cas en montant. Puis, donc, sans ce contact-là, je serais probablement pas où je suis aujourd'hui. Mais je pense que j'ai bien progressé après. J'ai bien... Parce que ce que j'aime du métier de comédien, que j'avais pas à la radio ou comme chroniqueur à la télé, c'est que chaque contrat, tu recommences à zéro. Okay. Chaque contrat, c'est une nouvelle équipe. Chaque contrat, tu dois te prouver au réalisateur, au producteur, à l'équipe. On mise beaucoup sur toi. Ça coûte cher de produire un film. Si tu n'assures pas, ça marche pas. Bon, ouais. Donc, c'est l'effet de la question de performance que j'aime. J'embarque dans un rôle, je donne tout. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est cette drogue-là que j'aime vraiment. Si on devait se projeter, puis tu te dis comme... Tu sais, je te donne un exemple. Parce que souvent, dans le côté cinématographique, il y a des gens qui font toujours les mêmes rôles. Ouais. Comme Denzel Washington, excuse-moi. Denzel Washington, on voit toujours c'est le même rôle. Ouais. Est-ce que toi, tu vois que tu as un rôle que peut-être tu n'as peut-être pas eu la chance, mais que tu verrais que comme tu aimerais vraiment ça faire ça? C'est la réponse classique, je pense que tous les comédiens donnent, mais plus c'est loin de moi, plus c'est attirant. OK. Parce qu'en fait,
Je pense que quand on fait ce métier-là, on veut être quelqu'un d'autre. On aime ça. Personnifier un autre rôle. Exact. Moi, j'ai fait le ménage un peu dans ma vie pour pouvoir mieux me glisser dans la peau des autres. OK. Ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est de devenir quelqu'un d'autre, en fait, puis d'être payé pour le faire. Je trouve que c'est la plus belle chose. Pour l'instant, je te dirais, dans les 2 dernières années, j'ai eu la chance de faire des choses quand même diversifiées. En ce moment, je joue un soldat sur un film américain. C'est complètement loin de ce que Nice. je peux être comme individu. J'ai eu un cours à apprendre comment penser comme un soldat, comment tirer comme un soldat. Donc, je suis vraiment plongé là-dedans. Avant ça, je jouais un rôle de père dans un court-métrage très humain où est-ce que je transmets mon histoire et mon vécu à mon petit garçon, Mhm. qui est un petit comédien exceptionnel en plus. Donc, tu sais, je suis pas parent, je suis pas papa, donc encore là, c'est loin de De ce ma que... réalité. Uh-huh. Donc ça, j'aime ça, de pouvoir me glisser dans la peau. Puis tu as dit un point que je veux surenchérir. Tu m'as dit que tantôt, tu as dû faire le ménage dans ta vie pour apprendre à comment mieux glisser dans la peau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je traînais beaucoup de... Je pense que l'ennemi d'un comédien, ça peut être de traîner des blessures personnelles, Mhm. d'avoir des complexes, d'avoir un orgueil, un ego. Je pense que j'avais ça beaucoup. Mhm. C'était important pour moi d'être très connu avant et tout ça. Je pense que ça sert pas à un comédien. OK. Tu comprends-tu? Parce Ouais. que tu fais pas les bons choix, tu fais pas les choix artistiques, tu fais les choix selon la visibilité. Mhm. J'ai vraiment fait un travail là-dessus durant le confinement, je te dirais. Je me suis isolé, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai suivi une thérapie pour être franc avec vous. Mhm. Puis Ben, aujourd'hui, je pense que ça c'est m'a bien rendu d'en un parler. meilleur C'est comédien. bien d'en parler parce que je pense que, comment dirais-je, on veut vraiment parler de la donnée mentale, qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis en plus, 100%. le confinement nous a confinés à nous-mêmes, d'une certaine manière, parce qu'après, encore une fois, un confinement, tu sors du Rwanda, tu as connu quelque chose là, ici, oui, sans pour autant, comment dirais-je, minimiser ce qui se passe, Ouais, mais si on se compare, on peut se consoler d'une certaine manière. c'est sûr. Mais justement, je pense que c'est important de parler de ça, et surtout, bon, j'aimerais ça qu'on fait le pont sur le phénomène influenceur, le phénomène de la popularité, le Mhm. phénomène d'aller chercher ça qui est beaucoup plus accessible qu'avant, et à quel point, justement, toi, tu es arrivé et tu as pu faire ce travail-là pour te rendre à l'état d'esprit que tu as aujourd'hui. C'est très intéressant ce que tu dis là. Il y a, comment il s'appelle? Il a joué dans Batman. Il prend la... Est-ce que tu es fan de Batman? Ouais, Christian Bale. Non, celui qui prend la relève, là, qui joue Robin. Oui, celui qui fait le dernier, là. Ouais. Non, celui qui est dans Twilight. L'ancien Non. Dans les anciens Batman, dans The Dark Knight Rises, à la fin, oui, celui qui fait celui qui fait... On a oublié son nom, on le en tout cas, trouvera. lui, Oui. vous allez voir sur YouTube, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Il fait un TED Talk sur à quel point chercher l'attention est le pire ennemi d'un créatif. Peu importe que tu sois, pas besoin d'être un artiste, que tu sois un entrepreneur, que tu sois, peu importe ce que vous faites à la maison, au travail autonome, peu importe, c'est le pire ennemi parce que tu fais tes choix basés là-dessus. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Il dit, moi, je suis arrivé à avoir 3 millions sur Twitter. Puis je me disais, à 4 millions, ça serait mieux. Je me comparais à d'autres comédiens qui avaient plus de followers. Puis il dit, c'était rendu mon focus. OK. Puis c'est grave quand tu y penses. Puis il dit de faire abstraction de ça, le nombre de likes, le nombre de followers me fait faire des meilleurs choix artistiques. Ouais. Fait de moi une meilleure personne, fait de moi un meilleur comédien. Puis c'est ça le danger aujourd'hui, c'est qu'on demande aux comédiens d'être très sur les médias sociaux. Les comédiens sont un peu rendus des influenceurs. Moi, je sais que je devrais, si je me concentre, je mettrais plus d'énergie sur mon compte Instagram, je pourrais avoir beaucoup plus de followers que j'ai là. Les gens vont me dire, Kevin, t'en as beaucoup, t'en as 10 000, c'est pas assez pour toi. Mais c'est plate à dire, mais j'en aurais 30 000, j'aurais plus de contrats. Oui, oui. Donc, Oui. il faut vraiment faire attention, je pense, à ne pas se perdre là-dedans. Puis, Est-ce que tu crois que justement, il y a un coaching à se faire pour. Tu sais, quand tu arrives à un certain point où tu peux avoir plusieurs followers. Tu sais, quand tu parles ce fameux cas du 10 000 sur Instagram, qui est un peu une marque de crédibilité. Ouais. Tu es quand même dans un domaine où tu sais très bien que
tu vas avoir du succès, que plus tu vas avoir, et je sais que tu vas avoir du succès, tu vas avoir un peu plus de followers, puis tu deviens cette personnalité-là publique que tu dois faire attention et tu te prépares tranquillement pour ça. Mais si on prend par exemple des gens qui font des émissions comme Occupation Double, où ça se fait de manière automatique, est-ce que tu crois que par rapport justement à la rétrospection que tu as pu faire, que ces gens-là devraient avoir un certain coaching par rapport à ce genre de situation-là? Oui. Puis je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai des amis qui ont fait Occupation Double parce qu'ils voulaient entrer dans le milieu artistique. Ça, c'est dangereux. Ils se rendent pas compte que souvent, je dis souvent, de prendre des raccourcis, c'est pas toujours la meilleure chose. Ouais. Je pense que le 10 ans que tu mets à te faire connaître, à bûcher, puis tu vas aller chercher 50 000 followers de ton travail vaut plus que le 200 000 followers que tu vas avoir Certainement. à Instagram. Les producteurs aussi qui sont pas très à l'aise avec les candidats télé-réalité. Donc oui, j'ai l'impression qu'ils devraient avoir plus d'informations par rapport à ça. Parce que c'est pas juste un certain point, c'est pas juste ton nombre d'abonnés. Comme ça, tu as dit que tu étais content de ne pas l'avoir fait, mais et tu l'as fait, tu as essayé d'y aller à quel moment? Ça fait 2 ans, j'avais fait, je m'étais rendu au vote du public. OK. Ouais, j'avais fait une audition devant quelques juges, devant le public. Le public devait voter, tout ça. Puis, il y a beaucoup d'amis, justement, humoristes et tout ça, qui m'ont dit « Kevin, fais pas ça. Tu commences à te faire connaître pour ce que tu fais, ton nom circule parce que tu travailles fort et tout ça. Si tu fais ça, tu vas perdre le respect du milieu artistique, en fait. » Donc, une Nadé, par exemple, cette année, qui a fait OD, elle, ça fait 10 ans qu'elle est dans le milieu de la musique. Ouais. Mais c'est tellement difficile que je comprends qu'à un certain point, tu te dis, je vais aller chercher cette visibilité-là, ça va peut-être être un tremplin, j'y souhaite, mais c'est un choix... il faut réfléchir. C'est un choix qui est dur en conséquence, je pense. Ben, écoute, c'est bien d'en parler, puis tu fais un peu le lien avec Nadé qui est issu de la diversité, encore une fois. Puis, exact. Toi, donc, je comprends sa réalité. Exactement. Donc, toi, quand tu le vois maintenant, puis que tu vois, tu arrives à rouler ta bûche d'une certaine manière, quel est avec tout ce qui se passe actuellement, Black Lives Matter, la conscience maintenant, la conscience de la situation de la diversité, quel est et en toute franchise, quelle est ton évaluation de la situation? Et quand tu as vu que ça s'est passé, quelle a été ta réaction? Est-ce que c'était du genre comme, ben, guys, c'est là depuis longtemps, ou comme, enfin, puis est-ce que tu t'es dit, OK, peut-être que maintenant, ça peut être bon, entre guillemets, pour moi, pour ce que je fais, et d'être reconnu pour ce que je fais réellement? Mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Premièrement, il y a peut-être un parallèle à faire avec le fait que je travaille plus du Black Lives Matter. J'ai l'impression que tout d'un coup, les producteurs s'ouvrent les yeux sur des gens que normalement, ils auraient passé en dessous de la pile, là, on va se le dire. Donc ça, c'est bien. En même temps, moi, j'ai de la misère avec les quotas. Je veux jamais travailler parce que je suis noir puis il faut un noir de service. J'en ai beaucoup d'amis comédiens. Adib Al-Khalidé, il se fait appeler parce qu'il faut un arabe, il faut un noir. Ouais. Donc, on veut jamais, comme artiste, travailler parce que on est noir ou on est une personne racisée. On veut travailler parce qu'on a du talent. Donc, ça, c'est dangereux. En même temps, je vois que l'industrie s'ouvre les yeux. Donc ça, c'est très, très bien. Ça va permettre à des gars comme toi d'avoir ton TV show dans pas long. Avec Louisino. donc c'est ça. Il y a du bien, il y a du mauvais, mais je pense qu'on a tous collectivement une conscience dans le confinement avec ce qui s'est passé aux États-Unis, là. Mais tu sais, comme c'est un bon point de l'amener. Parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse attention avec cette certaine hypocrisie-là, du sens que d'être là pour être là. Parce que il y en a qui vont dire comme non, il faut qu'on soit là, mais tu sais, moi je suis aussi de l'état d'esprit que comme, oui, on va être là, mais on est là en étant compétent. C'est ça, exact. D'une certaine manière. Donc, quand tu vois un peu cette situation-là, maintenant, d'aujourd'hui, est-ce que tu sais, je veux dire,
ton premier appel que tu as eu là, suite à cela, là, est-ce que tu y as quand même pensé une seconde de attends, est-ce qu'on me prend parce que je suis bon ou. J'y pense toujours. OK. À chaque contrat que j'ai, j'y pense. Je suis comme, pourquoi est-ce qu'il fallait un noir ou est-ce que. Tu comprends? Mais ce qui est bien comme comédien, c'est qu'on passe par le processus d'audition. Fait que quand j'ai Tu mes dois contrats, prouver je quand me même. dis, j'ai quand même passé l'audition. OK. Je veux dire. Oui, peut-être que j'ai eu l'appel d'audition parce que, bon, on va mettre, on va inclure la diversité, mais il faut que tu puisses prouver que tu mérites le contrat. Donc ça, c'est bien, ça me rassure. Mais je pense qu'on a toujours cette conscience-là. C'est dommage parce que quand on travaille pas parce qu'on est noir. Puis là, je travaille, je me dis, est-ce que c'est parce que... Ouais, on est comme toujours entre les deux. Puis justement, ça m'apporte parce que tu sais, souvent on parle de la communauté noire et que j'ai un peu de misère avec ça. Et c'est justement une Kéti Kéti Antoine qui m'a fait, pas me fait comprendre, mais qui m'a fait remarquer que c'est bon de parler des communautés noires parce que les communautés sont différentes. Et les visions sont différentes. Donc toi étant que tu es né au Rwanda, tu es arrivé au Québec, tu étais le seul, entre guillemets. Cependant, on était 3. Les 2 autres, je les appelle maman et papa. Donc, il y avait la famille, puis il y avait les deux, il y avait le frère et la sœur. Mais comme, est-ce que tu as senti, tu sais, dans le domaine que tu es, il y a du racisme, évidemment. C'est quelque chose que tu as fait face. Et quelle a été ta réaction par rapport à ça? Parce que, évidemment, une personne qui va être née dans une certaine disposition à Québec, ou une personne qui vit à Québec, un noir à Québec, ne pense pas à la même chose qu'un noir à Gatineau, ne pense pas à la même chose à Laval ou à Montréal. Donc, comment, dans le point de vue de ton cheminement de carrière, comment tu l'as ressenti et comment tu as pu dealer avec ça? C'est vraiment une bonne question, ça. Non, il est pas pire. Premièrement, il y a eu du positif dans le sens où j'avais l'impression que je pouvais me démarquer, peut-être, éventuellement comme artiste. Il y a eu du négatif parce que je peux donner un exemple. Quand je travaillais à la radio à Québec, à un moment donné, j'avais reçu un message. Des fois, les auditeurs nous écrivaient, puis il y a une madame qui m'avait écrit « Monsieur Kevin, j'ai été choqué d'apprendre que vous étiez noir. Vous ne l'avez jamais dit en ondes. » C'est sûr que quand on m'entend parler, on ne peut pas se douter. Ouais. Et qu'elle dit « Vous ne l'avez jamais dit en ondes, je me suis senti trahi. » Quoi? Donc, ça arrive. C'est une minorité, mais ça arrive. Wow! Ça arrive malheureusement. On la salue. Allô, désolé. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Mais donc, ouais, des fois, des choses comme ça, tu te dis, waouh. Mais la grande majorité, je pense qu'ils vont faire confiance à ton talent. Puis... Mais tu dois te prouver. Ça, mais d'une certaine manière, parce que il y a différentes manières de réagir avec ça. Puis je pense qu'il y a un genre de type que, bon, on va le revendiquer, on va réagir, puis d'autres non. Puis la manière que je vois, c'est que peut-être que toi, tu l'as vécu, et dans ta tête à toi, c'est part of the game, puis t'avances. exact. Mais là, maintenant, avec la situation dans laquelle, est-ce que tu as senti un genre de changement chez toi dans ta manière de réagir par rapport à une situation comme ça, ou c'est la même chose pour toi? Oui, je pense qu'il y a un changement dans le sens où on a eu un réveil collectif. Oui. Clairement, j'ai l'impression que là, je vais en parler, puis les gens vont plus être à l'écoute. OK. Avant, c'est triste, mais c'est le genre de truc que je gardais pour moi tellement Je comprends, 100%. tu balayes ça, puis tu veux pas être le noir qui se plaint du racisme. C'était comme... Je savais dans quoi je m'embarquais, puis je continue, je fonce. Mais donc ça, c'est bien. Je pense que les gens aujourd'hui sont plus à l'écoute, sont plus conscients. J'écoutais Véronique Cloutier parler... au podcast de Corneille, l'autre Rwandais. Ouais, c'est ça. Puis elle disait que justement, je trouvais qu'elle l'avait bien dit. Elle a dit, pour moi, être blanche, ça veut rien dire. Je suis blanche et c'est tout. Être noir, ça vient avec un fardeau, une lourdeur, une histoire,
si ça, elle dit, là, je le comprends. Elle dit, avant, j'avais l'impression, ben oui, t'es noir, puis pourquoi t'en parles tout le temps? Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis je pense que c'est comme ça, c'est pour bien des Québécois. Il y avait Ouais. l'impression qu'on voulait, ah, on est noir, Ouais. arrêtez, parce que pour eux, c'était la même chose. Exactement. Mais là, ils ont pris conscience. Ouais, parce que ne pas, ne pas voir un problème est un problème en soi. Exact. C'est ça qui est, on peut pas, c'est ça on peut qui est pas régler le spécial. problème si on le voit pas. Exactement. Si on est pas conscient. Puis justement, qu'est-ce que tu as trouvé de... Puis je te parle ça en toute franchise. Il y a des gens qui ont vu ce que Véronique Cloutier a fait avec la couverture de plusieurs femmes afrodescendantes, noires, de différentes communautés. Mais tu vois qu'il y a des gens qui ont trouvé ça... Il y a des gens, je ne partage pas cette perception-là, mais qui ont trouvé ça opportuniste. Ah ouais, c'est ça. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu vois, comme, OK, il faisait rien, c'est pas bon, il fait quelque chose, c'est bon, c'est pas bon. Comment tu le vois, toi, personnellement? Je suis mitigé. Okay. D'une part, j'ai trouvé ça beau. C'est toutes des femmes belles. Il y a mon ami Salamé là-dessus, il y en a plein que j'aime. Donc, j'ai trouvé que c'était beau, c'était un beau message. J'ai acheté le magazine, chose que je n'aurais jamais fait sinon. Mais, par contre, est-ce que c'est la première d'une série de mesures ou est-ce que c'est juste on fait un magazine, puis le mois suivant, on remet Véro, puis c'est fini? Moi, ce que je veux au Québec, c'est qu'on laisse tomber les quotas, mais on engage des auteurs noirs, des réalisateurs noirs, des producteurs noirs. C'est comme ça qu'on va pouvoir raconter nos histoires. Certainement. C'est pas qu'un auteur blanc avec un réalisateur blanc puis un producteur blanc mettent deux noirs dans leur histoire pour avoir... Juste pour dire. Exact. Exactement. Donc, quand Véro va mettre une noire sur son conseil d'administration, là, on va y croire. Là, ça va être réel. Là, on va avancer. Je comprends. Et, bon, toi, justement, ça t'a donné des opportunités, tellement d'opportunités que tu as pu faire une publicité pour 2 compagnies rivales, apparemment les plus grandes compagnies rivales au Québec, qui est les jaunes et les bleus, si on peut dire ça comme ça, pour ne pas les nommer. On n'a pas les nommer. Comment tu t'es retrouvé dans une situation comme ça? Oh my God, ça, c'est quelque chose. Je reçois un appel. Kevin, on te demande en audition. La compagnie jaune lance... Vidéotron, s'ils le voient, ils le voient, là, on se comprend. Je pense que ça le dit un peu. Ouais. Mais lance un système de musique. Ils veulent un comédien qui peut danser, tout ça. Ils te voient. Parfait, j'auditionne, j'ai la publicité, je le tourne. Avec François Saint-Amand, qui est un réalisateur exceptionnel, qui co-réalisait le Bye Bye, entre autres. C'est super, c'est lancé, blablabla, on est super content. Je reçois un autre appel quelques semaines plus tard. Et là, on me dit, Kevin, on me demande en audition pour une publicité pour Belle. Je suis OK. Je suis comme OK, d'accord, j'auditionne, ça se passe super bien. Puis en plus, moi, j'ai 3 critères pour mes projets. Avec qui je travaille, le cachet, évidemment, et le plaisir. La publicité était bien écrite. Je travaillais avec Gorditos, avec qui j'ai déjà travaillé, qui est une boîte de production super, et Nicolas Monette, le réalisateur, qui a fait, entre autres, le Trip à 3 avec Martin Matt, qui est super bon. Puis là, c'était super bien payé parce que c'est une publicité. Fait que je suis comme, mes critères sont là, je peux pas refuser le contrat. Je le fais, mais la publicité, le concept, c'est qu'on rit de Vidéotron, justement. Et c'est moi qui ris du gars. Mets ça à la télévision. Le téléphone sonne. C'est Vidéotron, les producteurs qui sont comme là. Je vous enlevez tout de suite la publicité de Belle. Nanana. Il appelle mon agente. Mon agente est là, merde, qu'est-ce que je fais? Nanana. Elle appelle l'Union des artistes pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oh mais non, c'est devenu gros. Moi, j'étais comme, merde, qu'est-ce qui se passe? Là, l'Union des artistes, fait que non, merde, il appelle Vidéotron, il appelle Belle, il rappelle mon agent. Le représentant de l'Union des artistes dit que Kevin, ils n'ont pas fait signer à Kevin un contrat d'exclusivité. C'est pas votre problème. Est-ce que tu... Ils peuvent rien faire. Je suis comme, okay. Est-ce que tu es le seul? Moi, je pense que, honnêtement, il faudrait voir avec le recherchiste, là, Louisinho. Est-ce que tu es le seul comédien qui a fait au même moment une publicité avec les 2 compagnies rivales? Je pense que c'est historique. Je pense que c'est historique. Aussi proche, je pense que... Dans la même période. Pendant que tu me disais ça tantôt, là, je me suis dit, j'ai vu la Belle aussi.
Ah, Puis man. après, à la fin de la journée, comment ça s'est réglé, cette affaire-là? Ben, ça s'est réglé que mon agente a dit, je suis désolé, mais on peut pas retirer la publicité, vous n'avez pas fait de contrat d'exclusivité. Puis en plus, on l'avait dit auprès de Bell, on avait dit qu'on avait fait la publicité avec Vidéotron, donc on a été transparent. Donc clairement, on ne peut pas nous accuser d'avoir rien fait, mais ça se peut que je travaille plus pour Vidéotron dans la prochaine année. Mais c'est la faute à qui? Je sais pas, il y a eu. Je sais pas. Parce que ce qui arrive, c'est que, tiens, on va dire Vidéotron t'appelle pas, là. Mhm. Mais est-ce qu'on peut vraiment t'en vouloir d'avoir eu de la job dans une situation qu'on sait pas ce qui se Exact. passe? Moi, je suis comédien, je peux pas refuser si c'est un contrat qui paye plusieurs mois de loyer. Là, je peux Ouais. pas. Tu sais, clairement, c'est pas à moi de faire non, je suis Vidéotron. C'est pas comme ça que ça marche. C'est du show business, mais c'est une business, justement. Ouais. Alors, mais c'est quand même drôle. L'autre fois, je croise mes voisins en promenant mon chien. Puis là, les voisins, là, je vois qu'ils me regardent, mais ils n'osent pas venir me voir. Ils disent, hey, c'est-tu toi dans la publicité Belle? Je fais, ouais. Là, il regarde sa femme, il dit, tu vois, il dit, elle pensait que c'était toi dans la publicité Vidéotron. Et tu vois, chérie, je te l'avais dit. J'étais comme les deux. Oh mon gars, c'est incroyable, incroyable. Mais dis-moi, Kevin, maintenant là que comme justement, tu fais ta marque tranquillement, tu avances dans ta carrière. What's next? Quelle est la suite? Oh my God, une bonne question. J'ai beaucoup d'objectifs en 2021. Évidemment, avoir un rôle récurrent sur une série, c'est un de mes objectifs, je suis rendu là. Jouer avec des réalisateurs que j'admire aussi. OK. Je travaille sur les moyennes entrevues, qui est mon seul projet personnel, OK. qui est dans le fond un concept où je joue le rôle d'un intervieweur qui n'a aucune connaissance du milieu culturel, OK. qui reçoit des invités sans préparation, puis ça foire. Uh-huh. Donc, c'est un projet en humour que j'ai développé avec un ami auteur, puis on s'amuse avec ça. OK. Donc, il y a 4 épisodes qui s'en viennent avec Sarah May, l'humoriste Jean-Thomas Jobin, le chef Louis-François Marcotte, et le dernier, je le dis pas, vous allez voir c'est qui. On va garder le suspense. Donc, c'est ça qui s'en vient là, pour les prochaines semaines. Et y a-t-il un comédien ou un artiste ou un acteur que tu t'inspires puis tu dis, ah, you know what, ça c'est le style, ça c'est le genre que je veux être? Pour moi, la valeur d'un artiste, c'est d'être polyvalent. OK. J'aime beaucoup les carrières de ceux qui ont réussi à avoir du talent dans plusieurs domaines différents. Mhm. Pour moi, c'est la plus belle valeur. Je veux être l'un des artistes les plus polyvalents de ma génération, c'est un de mes buts. Donc, quand je regarde Jamie Foxx, qui a commencé en humour, qui a super bien réussi, qui est allé en musique, qui a gagné un Grammy, qui est allé comme acteur, il n'avait jamais joué. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'il a fait le tour. Exact. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment ça, la valeur d'un artiste. Et si on devait, j'aime poser cette question-là aussi, si on devait revenir dans le passé, tu vois ce que je veux dire? Et je te ramène à un moment précis. Ouais. Tu peux revenir la veille que tu prends ta décision pour démissionner de ton poste à Gatineau, où tu es bien en selle, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu dirais à Kevin à ce moment-là? Wow, c'est bon ça. Je lui dirais, ça va être difficile, tu vas voir, tu vas pleurer des nuits, tu vas passer des semaines à manger des ramen, tu vas avoir de la misère à faire ton épicerie, mais au final, peu importe ce qu'on fait dans la vie, je pense que suivre son cœur, ça peut jamais être la mauvaise décision. Il faut juste se faire confiance, pas écouter son entourage, parce que tout mon entourage me dit « fais pas ça ». J'aurais pu le faire différemment, c'est sûr, mais au final, c'est toujours la bonne décision. Kevin, un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, ensuite, ta carrière, on va mettre au feu toutes les adresses par courriel. Tous les endroits. OnlyFans. Ouais, si tu veux tout ça. Mais honnêtement, félicitations pour ce que tu fais jusqu'à maintenant. Félicitations de bien représenter les communautés noires aussi. C'est bien. Et honnêtement, je te souhaite la bonne chance pour la suite. Et qu'on se revoit probablement à la saison 2. Dépendamment si Louisinho on fait une saison 2.
à la saison 2 à Comment dirais-je. Merci. Merci, mon gars. L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le Domaine La France. De la terre à la bouteille.